Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce mercredi. Allons tout de suite en kiosque avec la revue de presse. On commence évidemment par le quotidien de La Nouvelle Expression qui titre Passeport, fin d'une époque. À compter d'aujourd'hui au Cameroun, les enrôlements pour la production de passeports à 75 000 francs prennent fin. Avis donc aux clients, évidemment qu'à partir du 1er juillet, ce sera désormais en ligne et le passeport coûtera 110 000 francs CFA. Le journal parle aussi de criminalité. Gouvernement interpellé, des ONG ont fait une déclaration à l'issue d'une rencontre sous-régionale d'échange à Douala. Douala, place aux piétons, les agents de la mairie, la police nationale sont à pied d'œuvre pour empêcher l'occupation des trottoirs. La circuler dans la ville de Douala est devenue pratiquement impossible pour les piétons qui parfois sont obligés d'utiliser la chaussée au risque de se faire renverser par des véhicules. Le journal parle aussi de Bafoussam avec un nourrisson dans un ruisseau. Il a été retrouvé mort hier donc au quartier Banengo au lieu dit Gabon Bar, écrit le quotidien La Nouvelle Expression. Le quotidien Le Messager émet en sa une gestion de la ville de Bafoussam. Zét et Tafam, le clash. L'ancien délégué du gouvernement et le maire de la ville s'accusent mutuellement de trafic d'influence, de corruption, détournement de deniers et biens publics, faux et usage de faux, à lire donc en page 3 du quotidien Le Messager. Le Messager aussi qui parle du Nord-Ouest. Le ras-le-bol de Médecins sans frontières, l'organisation humanitaire exige du gouvernement camerounais la levée immédiate de sa suspension, écrit donc le quotidien Le Messager. Le journal L'Œil du Sahel, le journal tri-hebdomadaire régional L'Œil du Sahel, parle de projet agricole. Le fantôme de l'assaut des blés hante Ouassandé, le projet agricole qui n'a toujours pas pris corps, écrit donc le journal. Le journal parle aussi de la vaccination, 1,2 milliard de francs CFA pour la campagne anti-Covid et évoque aussi ce fait divers à la préfecture de Kousséry. La préfecture de Kousséry a donc en feu. D'où est venu l'incendie. En tout cas, l'enquête en cours permettra de déterminer, évidemment, de déterminer l'origine de cet incendie. Et puis, en une du quotidien Le Jour, le journal parle de Djombe Pendia, l'adjoint au maire, toujours en prison pour viol. Médard Tuente est détenu à la prison principale de Konsamba depuis le 4 juin 2021. Présomption d'innocence, coupable avant d'être jugé, écrit le journal. Le journal Émergence parle de pisciculture. Le Cameroun veut créer des patrons du poisson. Objectif, limiter les importations qui se chiffrent déjà à près de 100 milliards de francs CFA par an. De même que le journal parle de réseau de trafiquants de drogue démantelé à Douala. Le quotidien Mutation. SND 30, ajustement structurel, mariage forcé, écrit le journal. Dans une note de conjoncture économique, le directeur exécutif du Camercap, Bernabé Okuda, propose des pistes de cohabitation entre la stratégie nationale de développement et le nouveau programme avec le FMI. À lire de la page 10 à la page 11 du journal Le Jour qui parle aussi de ce phénomène, les suicides. Pourquoi les jeunes se suicident? Au cœur de l'enquête qu'a donc mené le quotidien Mutation. Le journal Le Repère, pour sa part, parle de stratégie nationale de développement 2020-2030 pour la transformation structurelle et le développement inclusif. Cameroun FMI, le programme d'ajustement structurel hypothèque dont le SND écrit le journal. C'est la quintessence de la note rapide de politique économique publiée le 21 juin 2021 par le think tank gouvernemental Camercap PAC, écrit le journal qui évoque aussi fonds de deux lumières sur la gestion de 1000 milliards de francs CFA. Le quotidien Cameroun Tribune parle d'un engagement exemplaire, Agence africaine du médicament. Le journal indique évidemment que reçu hier en audience par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion-Gouté, l'envoyé spécial de la Commission de l'Union africaine, Michel Sidibé, a remercié le Cameroun d'avoir ratifié rapidement le traité portant création de cette structure continentale appelée à faciliter l'accès aux médicaments de qualité en Afrique, écrit le journal. Le quotidien de l'économie parle de post-Covid-19. Les gouverneurs de la Banque africaine de développement réfléchissent sur la relance de l'économie. Ils prennent part dès ce jour et jusqu'au 25 juin à leur 56e assemblée par visioconférence. Intervention attendue d'Alamine Ousmane, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement
l'aménagement du territoire. Le journal Ouest Echo parle du questeur régional qui repart à la chasse. Le journal indique évidemment que parmi les nouvelle prise de l'honorable Fongan. Il a donc pu récupérer quelques cadres du parti au pouvoir. Crise de succession à la chefferie Bagam, l'insécurité et le chaos s'installent. Assassinat, maison incendie, agression. Rien ne va plus à Bagam, aux portes du nord-ouest depuis plus d'un mois. Le chaos jusqu'où? Le journal pose donc la question. Et pour finir cette revue de presse, évidemment, avec le journal de Prince Aristide Ngekab, j'espère qu'il a paru aujourd'hui. Qu'il est paru aujourd'hui, en tout cas. On en parle là tout de suite, je n'ai pas pu l'avoir. Voilà, il est donc en une. Pourquoi les Arabes Chois ont assassiné Sa Majesté Abani Mahamat? C'est donc le principal titre qui bariole la une du journal Forum Libre, dont nous aurons évidemment le directeur de publication sur ce plateau. C'était tout pour cette revue de presse. Bonjour, Prince Aristide Ngekab, et bienvenue à la revue des Grandes Luttes. Bonjour Jean-Paul Chouniat, bonjour Idriss Lissom, bonjour aux très nombreux téléspectateurs et téléspectatrices d'Equinox Télévision qui prennent de leur temps pour nous écouter tous les matins. Je voudrais entrer dans cette émission, vous l'avez dit, avec la grande une de Forum Libre. Il s'est passé un drame dans le département du Logon-Écharé, plus précisément dans l'arrondissement de Makari et du sultanat de Ngamé. Le sultan de Ngamé a été froidement assassiné samedi dernier par les Arabes Chois d'un village voisin. Le village s'appelle Abou Dangala. L'histoire c'est quoi? L'histoire c'est qu'il y a un litige foncier qui existe dans ce village-là. Et le village est frontalier avec l'arrondissement de Goulfé. Et il se trouve que le village Abou Dangala dépend sur le plan de l'organisation administrative du sultanat de Ngamé. Et donc, ce village Abou Dangala, qui est majoritairement occupé par les Arabes Chois, refusait l'autorité du sultan de Ngamé et par conséquent ne voulait pas lui faire allégeance et réclamer une partie du territoire. Donc l'affaire a été portée devant les autorités. Le sultan de Ngamé a eu raison, notamment il y a eu des commissions qui sont descendues sur le terrain. Il y a eu un arrêté préfectoral qui a été signé, délimitant les frontières et donnant raison au sultan de Ngamé. Mais Jean-Paul Chouniat, l'arrêté en question n'a jamais été respecté par les Arabes Chois ou alors tout au moins les populations de ce côté-là. Le sultan défunt de regretter mémoire a saisi les autorités depuis plus de 4 ans. Et rien n'a été fait. Quand je dis autorité administrative, autorité judiciaire, jusqu'au MINAT de l'année dernière. Les autorités compétentes. Rien n'a été fait jusqu'à ce que samedi dernier, au cours d'une de ces descentes sur le terrain, comme d'habitude, pour visiter les champs et rencontrer ces populations, il a été, je dis bien, froidement battu. Quand je dis battu, c'est qu'un groupe pratiquement d'une vingtaine de personnes, d'après nos sources, l'ont molesté, l'ont battu jusqu'à mort. Et le sultan a été ramené dans son palais au niveau de sa dépouille. Sa dépouille a été ramenée au niveau de Ngamé. Il a été inhumé dimanche. Et comme de malheur, ces populations, notamment les Kotoko de Ngamé, se sont déportées au village d'Abou Dangala, ont brûlé quelques cases en guise de représailles. De ce côté-là, on nous annonce des représailles qui s'annoncent entre les communautés arabes, Chois et Kotoko. Vous vous souvenez qu'il y a plus d'une vingtaine d'années, la guerre entre ces deux communautés avait fait rage. Il y a eu des morts, et de nombreux blessés. Le préfet est descendu sur le terrain lundi dernier pour essayer de calmer les différents protagonistes. Les forces de maintien de l'ordre et l'armée a été déployée dans les différents villages pour qu'on puisse apaiser les tensions. Mais ce que je voulais dire en sortant de ce sujet, c'est que c'est une honte pour les élites Kotoko et les Arabes Chois qui ne peuvent pas, parce qu'il faut noter qu'ils ne peuvent pas s'asseoir pour mettre fin à ce genre de litige. Il faut noter que, d'après nos enquêtes, cette façon de ne pas respecter les décisions administratives est attisée par un certain nombre d'élites Arabes Chois qui sont bien connus. Comme dans beaucoup d'autres communautés. Mais je dis c'est une honte. Je dis bien c'est une honte. Qu'on advient à assassiner
qu'on a vient assassiner un sultan comme un poulet. C'est compris, c'est compris. Pour les élites du département du Logone et Charé. Idriss Lissom, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. Bonjour Jean-Paul, bonjour au prince Aristide Nkékam. L'actualité qui vous a marqué? Bon, c'est ce passeport finalement qui nous coûte, qui va nous coûter les yeux de la tête, le passeport. C'est la 110 000 francs. 110 000 francs, on est parti de 20 000, 30 000, 50 000, 75 000 et 110 000 francs, franchement. Il n'est pas exclu que d'ici là, ça augmente encore. C'est tout simplement pour dire qu'au Cameroun, les salaires n'augmentent pas. Les gens qui travaillent plus et ne gagnent pas bien. Ceux qui ne travaillent pas et vivent Eurocaros. Les services minimums. Lorsque l'État veut engranger de l'argent, veut créer des nouvelles sources de recettes, on vient encore le peu que les fonctionnaires et ceux qui travaillent, parce que vous savez, ceux du privé ne sont pas l'outil comme ceux du public. C'est-à-dire nous tous on est dans le même environnement. Nous, au Cameroun, les travailleurs sont mal payés. Alors chaque fois, sur des éléments essentiels qui sont des éléments qu'on peut appeler des citoyens, qui sont les éléments de notre citoyenneté, on nous met des prix faramineux. C'est-à-dire que la carte nationale d'identité qui devrait coûter même 1000 francs, vous allez la faire dans autour de 4800. Vous connaissez le processus. Il y a 2800 qu'on paye normalement, mais avec tout ce qu'il faut, tout de 5000. Le passeport qui devrait être un outil, un élément d'identification normal, au Sénégal, il coûte 20 000. 110 000 francs. Donc vous voyez vraiment, Jean-Paul, quel que ce soit le passeport du ciel, que ce soit le passeport, je ne sais pas, du paradis, vraiment, ce n'est pas... C'est des choses qui sont inacceptables. C'est-à-dire dans un environnement où on pense que le citoyen est quand même quelqu'un pour qu'il faut faciliter. Parce que nous pensons que les gouvernants que nous avons, les partis politiques qui sont là, qui disent qu'ils veulent nous diriger le pays, nous amener à mieux vivre. C'est ce que tous les partis politiques disent. Mais si nous n'avons que des partis politiques qui encouragent, qui s'engraissent, qui font ce que le citoyen soit dépouillé chaque jour, franchement... On ne les a pas entendus. À quoi nous servent donc tous ces partis politiques qui se targuent, qui se vantent de vouloir améliorer nos conditions de vie? Parce que chaque jour, si ce n'est pas la TVA, si ce n'est pas la taxe telle, si ce n'est pas telle, si ce n'est pas telle chose, vous avez dit que l'inflation a pris des mesures. Donc, en fait, le citoyen est un orphelin qui est là exploité par tous les partis politiques, par les gouvernants, qui sont en manque d'intelligence et de créativité pour pouvoir trouver des sources de revenus et toujours continuer à piocher sur le peu que nous avons. Franchement, je ne veux pas... Alors que ce ne sont pas les niches qui manquent. Ce ne sont pas les niches, mais bon Dieu, on se dit, mais quel est ce signe d'incompétence criard où des gens ne peuvent pas trouver l'ingéniosité, mais ils trouvent toujours des couloirs pour épuiser l'argent qu'ils gèrent même mal et qu'ils pillent, comme vous avez vu le scandale du Covid. Mais ce que Idriss le sait, notamment, c'est qu'il a gardé sa position de gauchiste. Vous savez, l'État du Cameroun est en difficulté. Et depuis pratiquement près de 10 ans, et je l'ai toujours rappelé. Mais quand on est en difficulté et en même temps le peu de ressources qu'il y a, ces ressources sont dilapidées. Ce n'est pas pour soutenir le gouvernement en place. Je voulais attirer l'attention des gens pour ceux qui ont l'habitude de lire la loi de finances chaque année. On vous ajoute toujours un petit quelque chose. Il y a toujours des petits impôts qu'on ajoute. On peut faire de l'esbouffe en coupant un peu certaines poches de dépenses qui ne sont pas importants. Mais en back-office, il y a toujours quelque chose qu'on ajoute. Donc, vous vous souvenez qu'il y a une ordonnance qui a été signée récemment par le président de la République. Mais le but de cette ordonnance, c'est quoi? C'est que le Cameroun est en difficulté et il faille trouver les poches de recettes. Et vous vous souvenez, ils ont fait un petit calcul en voyant le flux de personnes qui demandent les passeports tous les jours. Je dis, on voit rien que le flux. En se disant, si on augmente on est parti de 75 000 à temps, la plus-value peut nous donner une bonne portion de recettes pour résoudre un certain nombre de problèmes. Voilà comment le calcul a été fait. Surtout que récemment, il y a, je crois, une étude, un calcul simple qui a été fait par quelqu'un sur le nombre de demandes de visa à l'ambassade de France. Mais exactement. Et on a vu qu'à chaque semaine, l'ambassade de France engagerait 38 millions de francs. Quand vous faites, au niveau du service informatique de la DGSN, vous faites le ratio, vous comprenez que il y a de l'argent à récolter. Et par conséquent, si on fait pratiquement le tiers comme on l'a augmenté,
on se retrouve avec beaucoup d'argent qui peut nous résoudre un certain nombre de problèmes. Mais maintenant, la poudre aux yeux qu'on a voulu jeter aux Camerounais, c'est en disant non, prochainement, vous n'aurez plus le passeport en 2 ou 3 semaines, vous l'aurez pratiquement en 3 jours. Comme pour dire quoi? Comme pour dire que nous avons acheté le matériel en 2 jours, nous avons acheté le matériel sophistiqué qui nous ont forcément coûté cher. Non, mais on n'en est pas là. C'est que l'État, depuis un certain temps, cherche les poches de recettes. Mais pourquoi en faire quoi? Comme Idriss l'a dit, pour en faire quoi? Si les choses étaient bien gérées, si c'est comme la dette. J'ai vu le ministre Motazé à l'Assemblée se gargariser de ce que le Cameroun n'a pas atteint un niveau de dette irresponsable, qu'il est au niveau de l'Afrique centrale dans un taux compréhensible. Oui, mais à quel prix? À quel prix? Mais le problème de la dette au Cameroun, c'est la qualité de la dette. Si on passe le temps à prendre des dettes, à prêter les gens pour consommer. Quand je dis consommer, c'est concentrer la majorité des choses dans le budget de fonctionnement. Je vais vous dire une anecdote, peut-être qui vous a un tout petit peu échappé. Avec les conseillers régionaux, ils en parlaient ici tout le temps. Est-ce que vous savez que si vous avez suivi aujourd'hui les premiers conseils qui sont tenus, la plupart ne pensent qu'à construire des sièges. Et le plus petit siège coûte pratiquement au moins 1 milliard. J'ai dit que, et vous savez, ils sont encouragés par qui? Par le FECOM. Ils sont encouragés par le FECOM dans cette affaire. Excusez-moi, dans cette bêtise-là. Cette bêtise-là. On l'a d'ailleurs vu avec les hôtels de ville. Exactement. Vous savez que depuis que les conseils régionaux ont été mis en place, l'État a pris des dispositions pour les loger dans les bâtiments administratifs pour certains. Ça voudrait dire que ce sont les bâtiments de l'État du Cameroun, dans les bâtiments administratifs. On n'a pas pensé à pour la première session, ceux-là se sont réunis avec des bonnes maquettes, avec des grosses maquettes, avec tout ce que ça va avec des projets qui coûtent pratiquement 2 à 3 milliards pour certains. Et je vous dirais, ce n'est pas un secret que je trahis ici, lorsque le FECOM encourage ces gens-là, ce sont eux en réalité qui sont derrière la passation de ces marchés. Et vous savez que le bac chiche, la banque qui donne sur une affaire de 2-3 milliards, c'est un clic. C'est pratiquement un clic. Donc, que les présidents des conseils régionaux nous excusent. Nous avons pensé que le conseil régional devrait s'occuper d'un certain nombre de projets d'opérationnalité sur le terrain, qu'on nous laisse un tout petit peu, avec le peu de budget qu'on leur a donné pour le début, qu'ils pensent directement à construire des gros sièges. Le peuple n'en a pas besoin. Idriss, sur la fin d'époque d'un passeport fin d'une époque, alors le challenge de 48 heures, est-ce que ça sera possible? Jean-Paul, lorsque est-ce qu'au moment on fera après un moment on va expliquer que non, voilà, il y a telle panne, il y a ceci, il faut attendre. Mon expérience de Camerounais, je suis déjà un bon Camerounais. Quand vous atteignez déjà un demi-siècle, vous allez vers un demi-siècle, vous êtes un Camerounais qui a déjà vécu. Donc je peux mourir. Vous savez que l'âge moyen pour mourir au Cameroun, j'ai à dépasser, donc je peux mourir à tout moment. Pour dire que mon expérience de Camerounais me dit que, franchement, vous savez que qui veut tout flatteur vit au dépend de celui qui le coûte. Et nous, quand on regarde notre gouvernement, le Cameroun, c'est un pays de très beaux textes, de très beaux discours, de très beaux éléments de langage lorsqu'on veut faire passer une décision, une option. Donc, on nous a vendu, vous savez, le passeport, 110 000 francs. Ok, de 75 000 à 110 000. C'est-à-dire que l'inflation est extraordinaire. Mais on n'a même pas, on ne sait pas, c'est-à-dire que même sur le plan technique, sur le plan de la communication stratégique, le DGSN devrait venir nous expliquer la portée, même si c'est du bluff. Que bon, vous voyez, on passe de 75 000 à 110 000, ça fait une augmentation de 35 000 francs, parce que dans les 35 000 francs, ça correspond peut-être à X, Y, Z. Est-ce que vous me suivez, Jean-Paul? C'est-à-dire qu'on n'a même pas le souci de donner les détails aux citoyens, c'est-à-dire en quoi c'est pourquoi on l'a fait. Et on nous précise, maintenant on vend 48 heures. Jean-Paul, je vous dis que à partir du 1er on va challenger à partir du 1er juillet. Ce n'est que le mal qu'on souhaite déjà. Puisque ce n'est pas parce qu'on paie le passeport à 110 000 qu'on devrait donner à 48 heures. Ça devrait être normal. Ça devrait être normal. Vous faites votre passeport. Comme si avant on l'avait en plusieurs semaines. Mais avant on ne l'avait même pas, Jean-Paul. Le passeport avait disparu un peu comme la carte nationale d'identité. Exactement. On ne l'avait pas. On vous dit qu'il n'y a pas de carton. On vous disait 1 mois. Vous faisiez 6 mois, 7 mois. Mais je vous dis, après on vous dit qu'il n'y a pas de carton. Alors que vous avez payé.
C'est ça le problème. Donc, en fait, vous voyez, nous sommes dans une situation où on doute. On ne peut que douter parce qu'on a l'expérience de ce qu'on a, de la qualité, piètre qualité du service au niveau de l'immigration. On vous répond parfois. C'est la piètre qualité. Donc, maintenant, est-ce que la fin d'une époque, comme titre la nouvelle expression, veut nous dire que c'est la fin du calvaire? Comme on va passer à 110 000, est-ce que c'est la fin du calvaire? Alors que la carte nationale d'identité est là. Est-ce que c'est la fin? Est-ce que cette fois-ci, la promesse sera-t-elle tenue? Vraiment, nous ne sommes pas encore le premier, mais à partir du premier, on verra. Parce que le processus est même encore plus compliqué. Parce qu'on vous dit, vous devez appeler. Avant, on vous donne un rendez-vous. On vous donne le rendez-vous. Quand vous venez, vous avez 48 heures. Franchement, Jean-Paul, j'espère que quand on appellera, il y aura quelqu'un au bout de la ligne. Et deux, qu'on ne nous racontera pas qu'il y a eu le bug, que le réseau est monté, que c'est passé par là, que ça fait ceci. Ou bien que vous devez faire un mois pour que vous trouviez un rendez-vous. Parce que, en fait, on risque de se retrouver là. Mais bon Dieu, je dis bien, on ne peut pas lire une lettre dans l'enveloppe. Attendons le premier, on va challenger même la première semaine pour faire des enquêtes, des reportages, là-dessus pour voir comment le nouveau passeport, la nouvelle époque, comment ça se passe, en 48 heures, les gens viennent. Vraiment, on aimerait que le DGSN organise des reportages pour accéder à la presse, de suivre dans tous les postes d'investissement comment ça se fait. C'est ça, pour qu'on voit comment les gens appellent, comment on peut rendez-vous, quand ils arrivent, comment on les accueille, et 2 jours après, comment ils viennent prendre le passeport. Nous allons suivre cela. Et j'espère que quand on demandera, la presse demandera au DGSN d'aller descendre, qu'on ne nous dise pas que c'est la sécurité, vraiment, il ne faut pas venir, c'est des trucs, tout ça. Ça doit être transparent. Et on va suivre. Donc, comme ils ont fait cette promesse, attendons de voir si la promesse sera tenue. Presse Aristide. C'est bien. Je suis très intéressé par l'article de la Nouvelle Expression, notamment, signé par le patron de cette rédaction, qui a tout fait de rappeler qu'en 20 ans, nous sommes pratiquement au troisième. À la troisième augmentation du prix. Parce qu'on est passé pratiquement, les gens ont vite oublié, on est passé de 30 000 à 50 000, après 50 000, 75 000. Aujourd'hui, on a fait un grand bond, on se retrouve pratiquement à 110 000 francs. Mais est-ce que vous avez remarqué... Sans oublier que 110 000 francs... Et c'est ça la veille de la Nouvelle Expression. Et ce qui est intéressant, c'est que, est-ce que vous avez remarqué un changement véritable dans ce qui se faisait d'avant aujourd'hui? Rien du tout, même en termes de temps. On attend le 1er juillet. Attendons le 1er juillet. Mais ce qu'il faut noter, et Idriss l'a bien dit, le processus même, pour être reçu, les appels téléphoniques, vous vous souvenez que même chez les Français et dans d'autres ambassades, lorsque vous appelez pour prendre rendez-vous, ce n'est pas du tout évident. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun, et avec la France. Le flux, je dis bien dans les pays qui sont... on dirait qui sont mieux organisés, avec des outils. Ne soyez pas les maladies qui sont mieux organisés avec les outils modernes. On a de la peine à obtenir un rendez-vous. Je dis bien obtenir un rendez-vous. Donc pour vous, le passeport s'éloigne de plus en plus du citoyen. Je dis le fait, l'innovation ici, peut-être c'est le fait de ne pas être au contact. Pour éliminer les poches de corruption, l'arnaque et tout. Il y aura de nouveaux poches de corruption, l'appel pour le rendez-vous, Jean-Paul. Oui, c'est bien. C'est ça même la grande poche. Je dis là-bas c'est bien, mais la faisabilité de la chose, je ne voudrais pas aller vite en besogne, mais j'espère tout au moins que les dispositions aient été prises pour que les gens puissent être reçus convenablement, afin que le passeport puisse être établi et qu'on puisse le recevoir en 48 heures. Que les gens ne se retrouvent pas en 48 heures. Même pour ceux qui sont dans les régions, Douala, Bafoussam, Boya, pas seulement ceux de Yaoundé. Vous savez que pour avoir... Maroua Garoua, vous savez que pour avoir facilement le passeport, on était obligé de se déplacer au niveau de Yaoundé. Avant, il y avait un bureau au niveau de la DGSN. Ça a été, avec l'arrivée de Mbagangele, il a déployé ça au niveau des émirs migration en disant non, on établit plus les passeports à l'intérieur. Donc vous allez au niveau des émirs migration, ils vont colloquer là-bas et nous envoyer. Moi j'espère bien que ça ira. Que ça ira. D'ailleurs, Idriss, ils ont fait, je pense que ce n'est pas le DGSN lui-même qui a fait la communication là-dessus, c'était le secrétaire général de la délégation générale à la Sûreté nationale qui a fait une communication pour expliquer ce que j'avais dit, la qualité, ainsi de suite, la rapidité. Attendons le 1er juillet pour voir. Idriss, est-ce que vous avez le sentiment qu'on éloigne de plus en plus, on éloignera de plus en plus le passeport du citoyen? Non, mais moi je pense qu'en tant que citoyen, on pourrait même boycotter cela. Il
Vous savez, quand vous êtes face à des gens qui... Déjà, les gens voyagent, vont où? Est-ce qu'on voyage encore? Non, mais c'est vrai, les gens, tous les pays semblent qu'on ne voyage pas. Moi, je suis même surpris, les gens qui vont s'aligner pour faire des passeports. Et en plus, c'est quand même surprenant. Les gens n'arrivent pas à manger comme il faut. Les gens n'arrivent pas à se soigner. Les gens n'arrivent pas à vivre, d'avoir un repas, qu'on va appeler équilibré par jour. Mais les gens sont prêts à aller s'aligner pour le passeport, sont prêts à aller demander les visas à l'ambassade de France pour faire entrer les chiffres sont là. Les chiffres. Mais vraiment, moi, c'est pour ça que je dis que ces Camerounais-là, s'ils pouvaient même au moins se dire, bon, Idriss, ils sont désespérés. En 6 mois, en 1 an, on ne passe même pas à Idriss, ils sont désespérés. Pour que ceux-là qui pensent qu'ils ne veulent pas réfléchir, ils ne veulent pas trouver d'autres facilités, d'autres techniques, d'autres... Sans oublier que les visas d'entrée au Cameroun ont augmenté. Vous n'allez pas demander... Les visas d'entrée au Cameroun ont augmenté aussi. Vous n'allez pas demander à un malade de ne pas aller à l'hôpital. C'est pratiquement la même chose. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une autre particularité qu'on ne relève pas beaucoup, c'est que les passeports de service et aux diplomatiques sont gratuits. Alors que ceux-là ont suffisamment de moyens pour payer. Et le pauvre Camerounais, vous voyez un peu la discrimination. C'est-à-dire que ceux qui sont censés avoir les moyens ont tous les royalties, ont tous comment je vais dire ça, l'encadrement même de l'État, que ce soit sur le plan infrastructurel et financier. Pour eux, c'est gratuit. Alors que le pauvre Camerounais, c'est lui qui paye le prix fort. Justement, nous sommes là dans un système pratiquement de capitalisme. De capitalisme concernant le passeport. Moi, je voulais tirer un coup de chapeau aussi, au moins à la Fondation camerounaise des consommateurs qui a fait une sortie là pour le dénoncer. Et elle a annoncé une marge. On attend de voir ce que la marge va donner. En tout cas, comme beaucoup d'initiatives. Sortons de ce sujet pour parler à présent de cette une du quotidien Mutation qui parle de mariage forcé entre l'ajustement tout structurel et le programme mis en place pour l'horizon 2020-2030. Idriss, tel que nous voyons ce CND 30 et ajustement structurel, est-ce qu'il peut avoir une bonne cohabitation? Mais fatalement, il n'y a pas eu la question. La question ne se pose pas, Jean-Paul. Il devrait seulement, c'est-à-dire qu'il y a la stratégie nationale de développement, la SND, qui a commencé l'an dernier, qui a 10 ans, 2020-2030. Il faut dire que la stratégie nationale de développement est... Qui a remplacé le DSE. Le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Qui n'a rien produit. Non, bon, vous savez... Les résultats sont là. Vous savez, c'est un peu comme en philosophie, Jean-Paul. C'est-à-dire que... de la philosophie n'est pas l'économie. Oui, non. Tu es très bien placé pour avoir été... Il fait un parallèle. Laissez-le aller au bout de sa pensée. Même l'économie a une philosophie. Le résultat philosophique. Donc, je voulais tout simplement dire que c'est un peu comme la philosophie. Pourquoi? Parce qu'une réponse à une question appelle une nouvelle question. C'est-à-dire que vous savez que quand on est dans la programmation, c'est ça le principe de la programmation. C'est pour ça que vous verrez que ceux qui sont dans les projets font tout et tout pour que les projets ne meurent jamais. Le projet fait 4 ans, mais dès qu'il finit, à la fin, il y a un nouveau projet qui naît. C'est-à-dire, lorsqu'on fait le bilan du projet en cours, on ressort les réussites, les échecs, les insuffisances. Ça permet de rédiger le nouveau projet pour pouvoir pallier à ce qui n'a pas été fait. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Bon, maintenant, le problème, c'est que quand vous dites que ce qui a été un échec, non, tout dans le DSE n'était pas un échec. Mais l'échec était plus fort que les réussites. Parce que c'est ça le problème. C'est-à-dire, si c'est le pourcentage, si l'échec est plus de 50%, c'est qu'il y a un problème. C'est ça que la question. Donc maintenant, on est dans le SND. Le SND, la stratégie nationale de développement, 2020-2030, qui doit pouvoir corriger les insuffisances du DSE. En fait, c'est un peu ça. Et entre-temps, l'ajustement... Maintenant, l'ajustement arrive. Il est fatalement, le gouvernement n'a pas le choix. C'est-à-dire que, puisque c'est même une de constitutionnalité, ceux-là qui, sur le Fonds monétaire, on connaît la Banque mondiale, tout ça, là, le problème, c'est que quand ils viennent, d'abord, même ils ont le SND. Et ça veut dire déjà même que le SND, il y a bien parti pour s'échouer. Parce que si déjà vous avez une stratégie, entre-temps, il y a un élément, celui qui finance, vous dites, je vais vous aider. J'apporte des facilités, mais je vous donne des conditionnalités qui sont peut-être, et pas que peut-être, qui vont à l'encontre même de ce que le SND dit. Ça va mettre soit le SND en veilleuse, ou bien en mode minimum syndical, pour pouvoir
mettre en avant l'ajustement. L'ajustement c'est fait parce que vraiment, est fatalement obligé de faire l'ajustement pour qu'ils commandent l'argent. On est là comme des mendiants. Alors, le mendiant ne peut pas décider. Le mendiant, quand il dit, c'est vous qui lui donnez pour lui dire que assieds-toi, il s'assoit, debout, tu te lèves. Il dit que couchez-vous, il se couche. Parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'on va lui donner la. C'est dans cette situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc, quand vous êtes dans cette situation, votre SND, on s'assoit dessus, on s'en fout. Parce que si celui-là aimait, vous aimez et trouvait que vous étiez pertinent et que vous étiez compétent, il viendrait soutenir le SND. Exactement. Tout simplement, il viendrait soutenir le SND. Sans vous demander de modifier. Voilà, donc vraiment, Jean-Paul, nous sommes dans une situation où nous sommes des mendiants et on n'a rien à décider. Attendez, Aristide, est-ce que dans ce que Idriss vient de décrire, quand on observe, est-ce que ce n'est pas aussi parce que les gouvernements prêtent le flanc à la critique? Un peu d'argent est débloqué, aussitôt ça a disparu, sans qu'on ne justifie comment cet argent a été. Est-ce que ce n'est pas ça qui donne aussi un peu plus de pouvoir au FMI? Mais c'est ça. C'est le règne de la mauvaise gestion et de l'incompétence. Ça n'a pas deux thèmes. C'est-à-dire ce que Idriss dit, que lorsque vous avez lu le DSCE, théoriquement, sur le plan théorique, c'était impeccable. C'est un bon document. Je vous dis, c'est un bon document. Mais maintenant, dans l'applicabilité, c'est un échec total. Les intérêts... C'est un échec total. Et je vais vous dire plus loin, lorsque vous allez même plus loin, là où ils ont même tous voté, vous ne pouvez pas construire un document où vous passez le temps à dire que vous subventionnez les entreprises parapubliques. Est-ce que vous savez que la plupart de toutes vos entreprises parapubliques que vous voyez reçoivent des subventions de l'État du Cameroun? Ça veut dire que ce ne sont pas des entreprises qui se prennent véritablement et de façon obligation de résultat. Je dis bien, autonomes, qui ont une autonomie financière totale. Ils n'en ont pas. C'est-à-dire que vous avez des directeurs généraux qui n'ont pas honte de vous dire que vraiment, j'attends ma subvention, je n'ai rien là, je ne peux pas travailler parce que j'attends ma subvention de l'État. Mais vous êtes une entreprise. Et ce sont les premiers à gueuler les chefs d'entreprise du privé qui se battent et qui réussissent dans leur management. Je dis, c'est un échec. Est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'il n'y a pas obligation de résultat? Exactement. On doit pouvoir évaluer les gens. Faire l'approche par comment je vais dire ça? Par objectif? Non, mais par compétence. Oui. Par compétence. C'est-à-dire qu'il faut être... Comment je vais dire? Il faut l'approche par compétence. Et se fixer des objectifs, les évaluer. Si vous n'avez pas atteint les objectifs, au bout d'un certain temps, qu'on vous libère. Mais les gens sont assis sur de l'argent public, le dépensent. Ne se fichent pas mal s'ils vont gagner des bénéfices à la fin du mois ou pas. Et c'est des niches où ils sont parfois avec des entreprises. À la fin de l'année ou pas. Nous avons des rares entreprises qui font de la communication sur leurs actions et sont fiers de dire qu'ils gagnent de l'argent comme la CNPS. Vous avez déjà vu d'autres entreprises ici faire la commission pour dire qu'ils ont gagné de l'argent. La CNPS vous dit qu'elle gagne tellement de l'argent qu'elle est même prête à prêter à d'autres. Mais vous avez vu combien d'entreprises ici au Cameroun? Vous avez des directeurs généraux qui n'attendent que les subventions de l'État. Mais comment on peut évoluer dans un pays comme le Cameroun? J'ai été, comment je vais dire ça, je suis un tout petit peu fier et en même temps surpris par le courage. Et c'est la deuxième une de Forum Libre, par le prêt demandé à la Banque UBA par l'Université de Douala à hauteur de 2 milliards de francs CFA pour construire un complexe infrastructurel de ce côté-là, avec comme garantie les frais, les frais universitaires. Les frais universitaires. C'est-à-dire que, et c'est ça l'université, ça devrait être ça l'université en principe. On devrait enseigner, autonomie là. On ne peut pas chaque jour enseigner les gens pour qu'ils aillent gérer les entreprises, alors qu'on est soi-même incapable de produire de la richesse. C'est-à-dire qu'on n'est pas soi-même incapable, on est incapable de l'appliquer nous-mêmes. C'est-à-dire que d'aller prêter de l'argent, de l'exploiter et d'avoir des bénéfices et de le rembourser. C'est ce que Magua, le professeur Magua l'a fait récemment. Récemment, je pense que c'était hier qu'il a signé la convention avec cette banque-là, prêter 2 milliards de francs, investir, mettre des garanties et se dire que d'ici 2 ans, au trop tard, d'ici 2 ans, il va rembourser cet argent. Il faut l'encourager. Combien de recteurs le font? Combien de recteurs le font? Ils n'attendent que les subventions de l'État, ils n'attendent que les frais de scolarité. Et à un moment, mais vous vous rendez compte dans certaines universités que les mois, les salaires viennent, ils ont les mois comment vous appelez ça? Les mois de 45 jours. Et il faut surtout préciser que les universités n'ont pas été épargnées des détournements de deniers publics. Exactement, et c'est le comble.
C'est le com. Voilà des gens qui enseignent des gens, qui sont des professeurs agrégés en gestion, mais qui commettent des impairs tous les jours et se retrouvent en prison aujourd'hui. Ils se retrouvent en prison. C'est un paradoxe. Idriss, pour sortir de la question, parce que nous arrivons presque au terme, comment comprendre que certaines entreprises camerounaises qui sont dans des secteurs d'activité où ils ont, avec tout le soutien de l'État, n'arrivent pas à se mouvoir par rapport, quand on observe les entreprises privées qui sont dans les mêmes secteurs et qui brassent beaucoup d'argent. Je ne vais pas prendre ici le cas de la téléphonie. Par exemple, la téléphonie mobile, qu'on sait, était une propriété de l'État camerounaise, cédée à un tiers. Pourquoi vous avez pas dit qu'elle ne gagne pas de l'argent? Donc, elle est même en pleine. On est en train de faire une évaluation de ce côté-là. Et j'ai entendu. C'est juste un cas, c'est pas la seule. J'ai entendu un certain nombre de personnes crier en disant: oh, on a envie de la privatiser. Non, mais attends. C'est pas la seule. C'est pas la seule. Une entreprise, ce n'est pas parce que c'est une entreprise par la publique qu'elle ne doit pas être évaluée. Non. Il faut pouvoir l'évaluer pour voir si elle est performante afin de réajuster. Je m'appuie juste sur cet exemple pour indiquer qu'il y a bien d'autres secteurs d'activité où ces entreprises publiques somnolent pratiquement. Jean-Paul, une entreprise parapublique ne peut pas produire des résultats au Cameroun en 2021. CNPS, c'est l'exception qui confirme la règle. Mais le reste, c'est l'argent pour. Pourquoi? Tout simplement parce que ils sont du RDPC, c'est le président Paul Biya qui nomme, c'est à lui qui rend compte. Pourquoi il est nomme? Vous n'êtes pas là, on dit que c'est la discrétion. Donc, ils disent qu'ils servent le parti, et puis ils disent que non, il faut que dans la base électorale. Donc, tant que cette directeur général réfléchisse comme ça, n'attendez rien. Non, n'attendez rien. C'est un mécanisme. La gouvernance sera toujours médiocre. Merci Idriss, merci à Prince Aristide Ngekam. Voilà, Carlos Minou et le gendarme, l'antenne est déjà là, il est arrivé au bon moment. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour cette édition de la Revue des Grandes Unes. Restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.